Dans mon enfance, en tout cas, à l'école, j'étais pas très bouillant, j'étais quand même assez moyen. Mais tout ce qui était quoi, bricole, créativité, tout ça, c'était moins facile. Une fois, un jour, je m'amuse à bricoler une jupe. Et je fais une jupe droite, une jupe simple droite, une jupe noire. Et Madame Fofana... Sans avoir appris quoi que ce soit, juste en regardant un peu de temps en temps. C'est-à-dire que, bon, c'est rien de chez rien. Elle appelle les filles, les apprentis qui étaient là, mais regardez le jeune, regardez ce qu'il a fait. Il n'a jamais appris quoi que ce soit, regardez ce qu'il fait. Elle m'a tellement félicité que quand je suis rentré à la maison, bon, ça a fait un tic dans ma tête. Il fallait que je me lance, mais comment? Puisque j'étais sans sous, j'étais sans soutien. Je commence à bosser. Tous les clients du monsieur n'allaient plus là-bas, c'est chez moi, alors que moi je n'exposais pas. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Bienvenue à tous dans cette seconde partie de Leitmotiv consacrée à Roger Bango, styliste et chef d'entreprise. Roger Bango, bonsoir. Alors, en vue de te réaliser, tu quittes tes amis avec qui tu t'es associé, tu décides de te lancer tout seul en ouvrant ton premier atelier, je veux dire, dans la commune d'Adjamé. En quelle année c'était? En 2003, je crois. En 2003. C'était en 2003. Ouais, 2003. Mais 2003. Cette décision n'a pas été trop difficile à prendre? Ben si, elle a été très difficile parce que c'était la première fois que j'allais faire chemin tout seul. J'allais faire chemin tout seul. Voilà, c'est pour ça que je suis revenu justement au village parce que pour moi, le 220, c'est un peu comme un village pour moi. Donc c'est toute cette peur, cette incertitude-là qui a fait que je suis revenu là. Sinon, je serais resté au Dokuy puisque mes clients étaient plus au Dokuy, engrais et autres. Mais je suis revenu au 220 parce que j'avais, en tout cas, j'étais dans l'incertitude totale. Alors, tu avais peur de prendre le risque justement de rester au Dokuy, mais est-ce que tu avais des moyens suffisants? Explique-nous un peu cette aventure. Non, pas vraiment. C'est vrai que j'avais déjà bossé un peu plus ou moins avec mes 3 acolytes, mais on n'avait pas, puisque le départ, on s'est séparés brusquement, chacun allait de son côté, donc on n'avait pas assez de moyens pour pouvoir s'installer. Voilà, mais comme c'était juste quelque chose de pas très cher, on a pu quand même commencer tout doucement, et puis le local, et je bossais seul. Hein. Alors comment tu t'organises justement pour prendre ton envol tout seul? Ouais, bon, là, le truc, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu, comme je dis, hein, c'était toujours là où j'ai fait mon enfance. Ton vrai départ se voilà, là où j'ai fait mon enfance, donc il y avait plus ou moins des amis qui peuvent aider. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a proposé un local qui était en train de céder. Donc, il m'a donné en sous-location et j'ai pris. Et j'ai pris ce local-là, j'ai juste acheté une machine, moi seul, avec ma machine que j'avais. Et peut-être c'est au bout de 2-3 mois après que j'ai commencé à embaucher parce que je ne pouvais pas satisfaire, en tout cas à moi seul, satisfaire la petite clientèle que j'avais. Donc j'ai commencé à embaucher une personne, ensuite 2, ensuite 3. Je crois qu'on était à 5 ou 6 personnes. Au bout d'un an, on était après de 6 personnes. Et comme je dis toujours, hein, quand on est chef d'entreprise, c'est vrai qu'on peut être couturier. Être couturier ne veut pas forcément dire chef d'entreprise. Tout à fait. Voilà. Et quand on est chef d'entreprise, c'est toute autre chose, c'est toute une autre façon de penser, c'est toute une autre façon de gérer. Tu as de l'argent sur toi, mais tu dois toujours savoir que ça ne t'appartient pas parce que c'est l'argent de l'entreprise. Tu ne peux pas dépenser comme avant où tu es salarié. Et là, en tout cas, ça a changé ma mentalité parce que cette peur-là faisait que j'étais très prudent sur tout. Il y avait de l'argent. Oui, j'étais en tout cas, j'étais face aux réalités. Et donc, en tout cas, tout ce que j'avais comme entrée, je ne vivais presque pas. Voilà, là où même je pouvais. En fait. Oui, j'essayais de prévoir. Là où je pouvais même prendre un taxi pour aller à Trècheville, je vais peut-être prendre un Warren ou je vais peut-être prendre un Baka. Tu faisais vraiment attention je faisais attention à toutes tes dépenses. Je faisais attention à tout. Et là,
Mais tous mes gars se moquaient de moi. Mais Joe, tu fais quoi comme ça, en train de marcher chaque jour, tu transmis là. Ils ne savaient pas les problèmes Ils savaient pas les problèmes que j'avais. Mais je vous assure qu'au bout d'un an, déjà, j'avais commencé à avoir fait une économie vraiment assez suffisante pour pouvoir quitter même les 220 déjà. D'accord, donc voilà. Tu restes un an à Je suis resté un an aux 220 et là, tu décides de quitter à jamais pour oui, mais il a fait un an et demi, 2 ans à peu près. Et donc, comme mes clients d'ici ont commencé à m'appeler, à voir que je suis là-bas, que je faisais toujours le même boulot, que ça n'a pas changé. Oui, mais quand ils viennent à jamais, mais c'est compliqué, trop d'embouteillage, donc reviens ici, reviens ici, reviens ici. Et donc là, j'appelle mon père un soir, il dit que vraiment, ici c'est bon, hein, mais je veux aller aux 2 plateaux, mais ça. Il dit quoi? Alors, toi, tu n'es jamais fatigué, toi. Fais quoi 2 plateaux ici? Tu viens juste d'aménager. Oui. Et ça fonctionne. Où tu vas? Tu sais ce que tu vas prendre? Il dit non, il ne sait pas, il y a un local là qui fait 250 000. Mais de toute façon, le gars, il m'a crié dessus, vous imaginez. Alors, Roger, quand tu décides de déménager, pourquoi ce choix des 2 plateaux? C'est vrai que j'étais hésitant de 2 plateaux, le docu, mais bon, pour moi, c'était la même zone. Et étant à Djamé, il y avait aussi des clients dans cette zone-là, docu et autres. Donc là, tu te positionnais un peu au milieu. Voilà, je me suis mis un peu au milieu. Et mon père me demande, mais est-ce que tu es sûr que tu peux tenir ces charges? Parce que ce n'est pas juste le loyer. Oui, il y a l'électricité, il y a trop de charges locataires. Est-ce que tu peux? Salaires. Mais à cette question-là, je ne peux jamais répondre parce que... On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Exactement. On ne peut pas savoir. Mais j'étais convaincu qu'il fallait qu'il passe à autre chose. Voilà, il fallait qu'il passe à autre chose. Quelle stratégie tu mets en place? Parce que tu sais que là, tu as un loyer plus élevé. Tes charges sont automatiquement élevées. Les salaires même aussi. Oui, parce que si le local est plus grand, forcément, il y a plus d'employés. Il y a plus d'employés. Et ceux même avec qui je suis venu ont voulu qu'on augmente le salaire parce qu'ils vont quitter de chez eux, le transport, bon, plein de choses. Alors, quelle organisation tu mets en place justement pour essayer de faire face à toutes ces charges? Non, là, ce que je fais, comme avant d'arriver ici, il y avait déjà un petit fonds déjà. Donc, quand j'ai pu aménager... Tu as fait tes prévisions sur ça? Sur quelques petits trucs que j'avais. J'ai fait des prévisions sur 3 ou 4 mois. Et après, c'était toujours... Parce que les charges étaient énormes. Les charges étaient énormes. Est-ce que tu as connu des périodes de troubles? Oui, oui. Et ça, c'est toujours ça. Il y a des moments où attends, le monsieur, au départ, quand il m'a donné le loyer, je payais ça chaque trimestre. Et après, je l'ai payé chaque trimestre. C'est vrai que là, j'ai pu, mais on ne sait jamais. Je pense que c'est mieux pour moi, allons au mois. C'est plus léger, c'est plus simple. Voilà. Et donc, il m'a dit, OK, il n'y a aucun souci. Même avec ça, il y a des mois où on avait des difficultés. Il y a des mois où on avait des difficultés. Alors, comme on dit, tu te serres la ceinture. Après combien de temps tu souffles un peu, en tout cas? Est-ce que dans l'entrepreneuriat, on souffle? C'est vrai qu'il y a des moments où... Mais je crois qu'à un moment donné, j'ai connu une dame dans un supermarché non loin de mon atelier. Et c'est elle qui me propose de venir exposer. Je demande, c'est combien l'exposition? Me dit, ça fait 50 000 jours. Et 50 000 jours. C'est énorme. J'avais jamais entendu ça. C'est quoi? C'est pour vendre quoi? 50 000 jours. Elle dit oui, que normalement c'est 100 000, mais à toi, je peux te faire 50 000. Non, tu plaisantes quoi. Et donc je laisse tomber. Elle dit non, tu peux prendre que tu as vu ce que tu fais. Tu peux prendre juste 1 ou 2 jours. Il faut essayer de le faire. Je dis non, que... faut laisser tomber. C'est quoi? Il y a payé 200 000 2 jours. Pendant que moi, mes 250 000, je n'ai pas encore fini de payer. Non, laisse tomber. Donc la dame me suit. Et puis un jour, c'était quoi, pendant une fête là, ouais, une fête ou un férié, je décide de prendre 3 jours. Donc je paye 150 000. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, on ne vend rien du tout. 3 jours. 3 jours, il dit à mal, tu m'as tué. Elle dit non, que tu fais. Donc elle m'encourage, mais bon, en tout cas, on a pu parler de ça. Et après, elle vient ici avec son mari, et elle me dit non, faut reprendre. Que tu as de très belles choses, et c'est que... Et donc, ça te donnait aussi une bonne visibilité. Oui, tout à fait, ça me donnait une bonne visibilité. Mais effectivement, les gens voyaient, les gens touchaient. Mais j'étais très content parce que, non, mais c'est très beau ça. Vous êtes sûr que c'est fait en Côte d'Ivoire? Vous êtes sûr? C'est vous qui faites ça? Là, pour moi, c'est que j'étais très content, mais en même temps, j'attendais ce qu'il allait suivre. Les ventes, les retours. Voilà, clair, on ne vendait pas. Et donc, après, il m'encourage et puis je fais une autre exposition, je crois, et puis 4 ou 5 jours. Et là, le premier jour, le deuxième jour, on vend 200 ou 300 000. Entre-temps, mon assistante, il y a une de mes filles qui était ici, qui est partie vendre, qui estimait que les chemises étaient chères déjà. Elle estimait que vendre une chemise à ce prix-là, c'est cher, que bon, personne ne va acheter, personne ne va acheter. Et ce jour-là,
Le premier client qui vient, le gars a tellement aimé les chemises. Il donne 20 000 pour boire à la fille et il achète la petite peut-être pour 200, 300 000. Eh bien. La fille est dépassée, elle dit, mais boss, c'est qu'on peut vendre. Elle dit, mais Là, boss, le ça t'encourage. non, mais si en plus de ça, on me donne un pouvoir. Ah, mais oui, c'est que, c'est que elle dit, vraiment... non, elle dit, mon boss, c'est ça qu'on peut vendre. Et bon, ok. Donc, on a fait peut-être 2 jours, on n'a pas vendu le dernier jour, on a vendu encore un certain nombre de chemises. Et donc, on a compris que ça pourrait aller. Et quand on a fini l'exposition là-bas, ça a suivi, les clients commencent à venir ici. Alors, pendant que tu sors de l'argent justement là-bas pour exposer tes vêtements, hein, comment tu arrives à gérer ici les charges que tu as? Ouais, non, c'est clair qu'à un moment donné, ça te fait quand même c'était... un trou dans ton budget. Oui, bien sûr, c'était un peu tendu. Et puis comme, je dis, en tout cas, en 2 jours d'exposition déjà, le retour qu'on avait eu, c'est vrai qu'on n'avait pas vendu, mais le retour des gens, oui, c'était encourageant. Donc à un moment donné, effectivement, le mois où on a commencé à exposer là-bas, ici, ça a commencé à être compliqué. Et puis il fallait avoir du stock. Donc tout ça, c'était beaucoup de boulot. On a essayé de travailler un peu les nuits, de forcer l'équipe. Et on bosse, et on a bossé à un moment donné. Le gars, c'est vrai, il a fourni l'effort qu'il fallait. Il faut payer son salaire. On ne pouvait pas. Bon, on a essayé de les manager. Comme ça faisait, pour certains, ça faisait 2 ou 3 ans, on était ensemble. Ils ont compris et ils ont continué avec moi. Et après, ça a commencé à décoller là-bas. Les clients ont commencé à suivre ici. Et donc, on a commencé vraiment à vendre. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment étoffer l'équipe. Et là, je crois que c'est passé peut-être de 10 personnes à 20, 25 personnes. Je pense que le fait d'exposer dans cette grande galerie a permis justement de susciter l'envie chez les gens aussi et de te connaître. Oui, bien sûr. Non seulement ils m'ont connu et ils ont compris plus aussi qu'on pourrait faire en tout cas de bons produits made in Côte d'Ivoire. Parce que avant le prêt-à-porter n'existait pas. Le vrai prêt-à-porter made in Côte d'Ivoire n'existait pas. On a été l'un des pionniers quand même à faire des chemises de ce type-là en prêt-à-porter en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je suis fier parce que bon, tout le monde a suivi. Tout à fait. Parce qu'avant, les gens avaient peur de faire ce type de chemise parce qu'on arrivait à te comparer aux autres, aux marques européennes. Oui, parce voilà. que les normes ne sont jamais tout à fait. Respectées. Quand tu fais une chemise en pagne ou une chemise dans un truc là, on se dit que c'est une chemise africaine. Même quand la boutonnière n'est pas bien faite, on s'en fout, on t'en tient pas rigueur. Mais quand tu fais une chemise de ce type là, tu es obligé de respecter ces normes-là et de respecter ce qu'il faut. Et aujourd'hui, je suis fier de ça parce que même aujourd'hui, il y a des gens qui viennent qui ne sont pas sûrs que ce soit fait en Côte d'Ivoire. Mais ils montent en machine, ils regardent ce qu'on fait, ils voient plus ou moins le process qu'on essaie de mettre sur pied et ça fonctionne. Moi, en tout cas, j'ai toujours été une très grande admiratrice de tes vêtements parce que justement, la première des choses qui m'a marquée dans tes vêtements, Roger, c'est la finition. Ouais, franchement, je te félicite parce que tu fais vraiment de belles choses et du bon boulot. Merci. Alors, Roger, je te propose qu'on marque une courte page de publicité et nous revenons sur ton parcours tout à l'heure. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine? Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous prendre en marche, je rappelle que nous sommes en compagnie de Roger Bango, styliste et chef d'entreprise qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire en Afrique. Alors Roger, tout se passe très bien jusqu'à ce que la crise en Côte d'Ivoire arrive. Quel impact justement cette crise aura eu sur tes activités? Oh, il y a eu pas mal de choses quand même parce que en tout cas, au moment de cette crise-là, les choses avaient bien décollé pour nous et ça fonctionnait bien. Je vendais dans le supermarché là et puis je faisais mes prêt-à-porter toujours. En tout cas, les choses fonctionnaient bien jusqu'à ce que la crise arrive. Mais comme je suis quelqu'un qui n'aime pas être limité, je pense qu'après la crise, c'est vrai que je n'arrivais plus, je ne pouvais plus, comme on va dire, s'exposer dans la galerie en question. Et donc, on a commencé à explorer de nouveaux marchés. Et comme il y avait une grande unité de production, vu que je faisais beaucoup de prêt-à-porter pour la galerie et autres, et là, cette unité de production-là, il fallait que je l'exploite à d'autres fins, il fallait que je trouve des choses à faire. C'est là qu'on a commencé à tâter le marché des entreprises. Donc, on a commencé à aller vers les entreprises, leur proposer nos services. Au départ, les gens étaient réticents parce qu'on ne t'a jamais connu comme comment on va dire, designer, corporate designer. Et donc, les gens étaient un peu réticents.
Mais tout doucement, on a fait une, deux, trois entreprises et les gens ont commencé à comprendre qu'ils pourraient nous faire confiance. Et donc, on a commencé en tout cas, à fonctionner avec les entreprises. Après, nous sommes allés vers les églises et tout ça pour pouvoir en tout cas produire en conséquence. Parce que il y avait commencé à produire à la chaîne, il y avait commencé à produire énormément. Oui, et vu qu'on ne pouvait plus alimenter la galerie, ils ne pouvaient pas mettre les gens à la rue. Il y avait déjà, là en ce moment, j'avais quoi? Il y avait quoi? Une cinquantaine de personnes qui étaient embauchées, sans compter les sous-traitants et autres. C'était près d'une centaine de personnes. Il fallait trouver tout de suite un créneau de distribution. Il fallait trouver un créneau. Bien sûr. Il fallait trouver un créneau. Et c'est vrai que pendant la crise des gens, il y a pas mal qui étaient entrés chez eux. Donc on était peut-être à 20 ou 25. Mais 2-3 mois après la crise, les gens sont revenus. Les gens sont revenus. Et comme c'était compliqué partout, les gars ne pouvaient pas aller travailler ailleurs. Ils sont revenus tous ici. Et donc, on a commencé à bosser avec les entreprises. Après, faire quelques trucs. Il y a fait une collection pour une église, une collection avec les couleurs de l'église. C'était des couleurs très flashy, des chemises, en tout cas, c'était très, très visible. Donc, avec les logos et tout ça. Avec les logos, quand j'ai fait, les gens estimaient que c'était trop chaud, c'était trop visible, il y avait trop de couleurs, c'était trop éclatant. Mais aujourd'hui, ça a pris et toutes les églises ont commencé à nous demander ces produits-là, des polos, des chemises à leur effigie. Et à un moment donné, nous, on a commencé à être débordés. à être débordés. Mais finalement, c'était une superbe idée. Oui, c'était une superbe idée parce qu'on ne pouvait pas s'arrêter. En fait, c'est ça le truc, on ne peut pas s'arrêter. À partir du moment où on a décidé de prendre son destin en main et en plus de ça, le destin de 50 personnes, tu ne peux pas dormir. Tu es obligé de trouver des solutions. Tu es obligé de trouver des solutions. Et tu es obligé de créer des solutions même, je vais dire. Exactement. Et donc, on a tenté cette expérience. Et aujourd'hui, on nous appelle de partout, de Paris, de Canada, de Londres, tout ce qui est... En tout cas, toutes les grandes églises aujourd'hui d'Afrique portent des tenues de cette collection-là, qui sont très, très, très colorées, mais en tout cas qui sont très beaux. Et aujourd'hui, en tout cas, on ne s'en plaint pas. Je suis en tout cas fier de cette collection-là. C'est vrai que c'est toujours dans les difficultés que les bonnes idées sortent. Alors, entre la production que tu faisais avant et cette production que tu fais en masse aujourd'hui, quel est l'écart? Le cas est énorme. En fait, moi-même, dans mon parcours, il y a eu une période, il y a eu 3 grandes périodes, on va dire. Parce qu'au départ, par la force des choses, j'ai commencé à faire le prêt-à-porter à cause de la galerie, tout ça. Et donc, j'ai compris plus ou moins que le prêt-à-porter c'était important, c'était bien de le faire parce que ça nous faisait gagner de l'argent. Mais ce n'était pas vraiment clair dans ma tête. Parce que quand j'ai commencé à exposer dans cette galerie, je faisais le prêt-à-porter et les gens étaient étonnés de savoir que je vendais bien. Parce que quand on se retrouve entre nous, Cyril Soncet, plus ou moins, tu viens en voiture, toi, tu as commencé il n'y a même pas 2 jours là, pendant que les autres sont en train de marcher. Ils comprennent que tu fais du chiffre quelque part. Et nous, on n'avait pas vraiment compris ça. Et donc, quand j'ai commencé à exposer dans cette galerie-là, tous les clients qui venaient, les ministres, en tout cas tous les cadres qui venaient, estimaient que le produit était trop bon pour être exposé là. Et donc, ça me remontait la tête. Non, reste chez toi, non, retourne là où tu es là, tu as un cadre, c'est bon, il ne faut pas venir t'exposer. Et donc, on a commencé à faire du sur-mesure. D'accord. On a commencé à faire du sur-mesure. Et à un moment donné, c'était le burn-out, c'était terrible parce que le sur-mesure, le traitement est trop long. Ah oui. Tu gères des personnes. Et ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps et tu n'as plus de vie même. Ah oui, parce que tu veux tellement satisfaire tes clients que... Tout à fait. Et nous sommes... tu es omnibulé par ça. Tout à fait. Nous, on aime le métier, donc c'est le service qu'on veut rendre. On ne regarde pas forcément ce qu'on gagne derrière tout de suite. Donc ça a fait qu'à un moment donné, on n'arrivait plus à produire nos prêt-à-porter. Nos clients ont diminué parce qu'il a commencé à avoir des faux rendez-vous, parce qu'ils nous demandaient des choses qui étaient complexes à réaliser, complexes même dans la prise même de la commande. On peut même se tromper dans la prise de la commande, on peut se tromper dans la confection, et ainsi de suite. Et donc, dans tout ce process-là... Et après encore, il y a des fois des retouches. Il y a des retouches, oui, donc, puisque la commande de départ même n'a pas été bien prise. Ou bien il y a eu on va dire quoi même, une incompréhension au niveau des deux. Et donc, ça fait que la production, à un moment donné, tu as fait des retouches, il y a des rebuts, il y a des choses. Et donc, ça m'a créé un moment où j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aussi parce que tu gères les gens individuellement. Et même des clients. Oui, tu perds des clients. Puisque, vous savez, normalement, nous, en tant que chef d'entreprise, on sait plus ou moins, on doit savoir plus ou moins le ratio entre le nombre de clients qu'on peut satisfaire et qu'on ne peut pas satisfaire. Alors, nous savons tous que la couture est un métier qui existe depuis la nuit des temps, mais est-ce un métier d'avenir? Oui, comme je dis, aujourd'hui avec la démographie, c'est clair que les gens vont toujours s'habiller. Les gens vont toujours s'habiller. Aujourd'hui, ils ne pensent pas que quelqu'un puisse sortir
sans s'habiller. C'est sûr. Voilà. Donc, c'est un métier d'avenir. Seulement qu'il faut juste qu'on change nos procédés. Nous, surtout nous, en tant que chef d'entreprise, hein, voilà, pas les salariés. Nous, en tant que chef d'entreprise, il faut qu'on change la façon de fonctionner, qu'on comprenne le côté business de la chose. Voilà, parce que c'est vrai, la couture, c'est de là, hein, c'est vrai. Et nous sommes des artistes, on aime bien ce côté artistique, là, se faire voir, faire des coquilles, le gars est content. Mais il ne faut pas qu'on perde de vue le côté business. Le côté business, là, qui va créer de la richesse pour la Côte d'Ivoire, pour nous-mêmes, qui va pouvoir absorber notre main-d'œuvre, nos jeunes gens aujourd'hui qui vont se faire tuer en mer, là. Il y a du boulot ici. Beaucoup, Il y énormément. a beaucoup de travail. Alors, quels sont tes projets à court, moyen et long terme? Aujourd'hui, on a deux projets. Un projet de formation, d'échange, d'une plateforme que j'ai créée, qui est appelée Fashion Academy. C'est une plateforme d'échange avec mes pairs, avec nos collègues stylistes. Et on a toujours, normalement, dans ces plateformes, on a prévu toujours des intervenants pour nous former sur certaines choses. C'est-à-dire qu'on peut prendre, par exemple sur la fiscalité, par exemple. On peut, par exemple, se faire former là-dessus. On peut prendre quoi? L'organisation, par exemple. La gestion des ressources humaines, par exemple. Nous sommes des couturiers de formation. Et ces choses-là nous manquent. On n'a pas forcément ces talents, on n'a pas forcément ces acquis-là, ces prérequis-là. Donc, j'ai jugé bon, en tout cas, de créer cette plateforme-là pour aider tous ceux qui sont chefs d'entreprise, qui exercent dans ce domaine-là, en tout cas à performer, à pouvoir faire une formation continue, à comprendre que la couture est un business comme un autre, est une entreprise, que doivent la gérer comme telle. Et ça, j'ai appelé ça Fashion Academy. Normalement, le premier commence dans un mois. On a lancé dans un mois dans un hôtel de la place. Tout est déjà calé. Ça, c'est un projet à court terme. Il y a un deuxième projet qui est ce que j'ai appelé le projet P621. C'est un projet qui m'est venu à cœur parce que j'ai vu pas mal de jeunes gens qui sont sans emploi, qu'on peut intégrer dans nos systèmes de production. Donc j'ai appelé le projet P621, 6 mois, 20 jeunes, un métier. C'est-à-dire qu'on prend 20 jeunes, en 6 mois, ils ont un métier. On les intègre dans les unités de production. Ça peut être chez moi, ça peut être chez un autre, ça peut être en tout cas dans toutes les usines de production. Très bonne idée. Pour que ces jeunes-là non seulement aient de l'emploi et qu'ils puissent rêver. Parce que quand tu commences à bosser, au moins tu commences à rêver, tu commences à comprendre qu'ici, il y a des possibilités et que les choses peuvent se faire ici pour que, comme je dis, nos jeunes gens arrêtent d'aller se faire tuer en mer. Donc ça, c'est mes deux projets phares en ce moment et j'y travaille en tout cas pour que ça se fasse le plus tôt possible. Alors, quel conseil justement peux-tu donner à tous ces jeunes qui rêvent d'embrasser la même carrière que toi? Oh, je les encourage, et ça, je pense que c'est un fardeau pour moi depuis on va dire, près de 2 ans. Je passe mon temps à leur montrer les voies à suivre pour ne pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que nous, qu'ils comprennent les choses, qu'ils aillent à l'essentiel. Parce que nous, on a fait des choses parce qu'on avait l'argent, mais ce n'est pas parce que c'était primordial pour nous. Ça fait qu'on a perdu beaucoup d'argent, on a perdu beaucoup de temps, on a perdu beaucoup d'énergie, on a même perdu des amis. Mon premier mariage, même, je l'ai perdu à cause de la couture. Eh ben, oui, parce qu'à un moment donné, tu sais plus, tu en prenais trop de temps, tu n'as plus d'énergie parce que tu t'alimentes même mal. Ça aussi, je leur en parle souvent parce qu'il faut avoir de l'énergie. Pour avoir une bonne entreprise, il faut avoir beaucoup d'énergie. Tu n'as pas d'énergie, tu ne peux pas avoir une grande entreprise. Et ça passe par quoi? Le sport, la nourriture. Souvent, c'est les choses qu'on néglige. Et moi, je reviens pour dire, mon premier mariage, je l'ai perdu à cause de ça. Parce que, comme je dis, je dormais ici. J'étais tellement pris par ces choses-là qu'à un moment donné, quand tu arrives à la maison, tout le monde dort, tes enfants ne te voient pas. Et ces choses-là, je me suis promis que ça allait plus m'arriver. Donc, j'essaie de m'organiser. Je sais quel est le temps qu'il faut pour mes enfants, à quel moment je dois être à l'entreprise, à quel moment je dois être à la maison, à quel moment je dois être au sport avec eux, à quel moment je dois me divertir. Tu sais faire la part des choses. J'essaie de faire la part des choses. Voilà. Donc, ce sont ces conseils-là que je leur donne. Alors, Roger Bango, merci d'avoir voulu partager ton expérience avec nous et les téléspectateurs. Nous te souhaitons le meilleur, beaucoup de succès, surtout dans tout ce que tu vas entreprendre encore. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro de Leitmotiv. Et d'ici là, que Dieu vous garde. Action. Salut à tous et bienvenue. On reprend parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je m'arrête en fait. Donc du coup, on reprend. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Leitmotiv. Merci de nous suivre. Merci de nous suivre. Merci.